m'adresse à cette petite chronique assez peu de critiques en général, mais il y a un reproche qui affleure de temps en temps, c'est veiller à ne pas faire de politique. Alors, je veux bien, mais il y a quand même des moments, la plupart des occasions, en fait, ici, où quand vous vous penchez sur le sort des gens localement, quand vous décrivez la vie de ceux qui ont du mal, qui sont dépassés par les papiers qu'on leur réclame, par exemple, vous êtes dans la politique sans le savoir. Enfin, sans le savoir au début, parce que désormais, il est difficile de prétendre, lorsqu'on décrit l'angoisse d'une vieille dame qui n'a plus d'argent et qui ne veut pas aller en EHPAD, qu'on n'est pas un peu dans la politique. En fait, tout ce que dit Campagnol depuis 2 ans, là, et qui avait un côté plutôt littéraire dans la description des gens au début, devient en ce moment politique à cause des gilets jaunes et surtout de la volonté du président d'essayer de couvrir d'un voile d'apitoiement complètement artificiel ces problèmes que nous décrivons, nous, depuis des années et dont il est largement responsable, mais qu'il essaie de vous décrire à présent comme s'il prenait fait et cause pour les pauvres sur le ton gnangnan qui convient, parce qu'il sent que c'est le ton à la mode et que son truc à lui, c'est d'employer le langage de l'adversaire, de se glisser dans le discours de l'adversaire, d'envoyer ses troupes dans les rangs de l'adversaire, afin de faire basculer au dernier moment l'adversaire en sa faveur. Ça, c'est mon sujet du jour, après cette fameuse rencontre qui a eu lieu à 100 km de chez nous, à Souillac, et où il a réuni 600 maires, triés sur le volet encore, au comptoir, partout, sur les ronds-points, parmi les gens qui distribuent des tracts et qui peignent des panneaux. Il y a un thème récurrent en ce moment, c'est « Méfiez-vous, il y a des infiltrés ». Et le slogan qui circule est « Souvenez-vous, il est facile d'enfiler un gilet pour enfiler le mouvement ». Je cite évidemment. Voilà une chose dont vous n'entendrez jamais le récit, mais j'avais parlé dans la presse et dont pourtant tout le monde parle sur les ronds-points. C'est « Méfiez-vous, il y en a qui sont avec nous depuis le début pour se retourner au dernier moment et dire finalement les propositions du gouvernement nous conviennent. » Et la meilleure preuve, me disait notre apprenti futur maire de Campagnol, là, ce garçon de 30 ans qui est allé battre le pavé devant la salle des fêtes de Souillac pendant le discours du président, la meilleure preuve qu'ils ont envoyé leurs petits soldats dans la foule des protestataires, c'est que les médias, justement, n'évoquent jamais ce problème pour ne pas éventer ce complot délibéré. Pourtant, quand tu vois je ne sais quelle petite aventurière là maquillée comme un raton laveur et qui fait des millions de vues sur Internet et qui vient te raconter que le président a des propositions intéressantes et qu'il faut plus manifester, tu commences à comprendre que c'est Judas, cette femme. Elle collabore avec le ministère de l'Intérieur depuis le début. D'ailleurs, elle vient de prendre sa carte du parti d'Hérode. Et là, me dit-il, si tu vas plus loin, quand tu regardes le passé de Macron comme jeune homme d'affaires, eh ben c'est exactement ce qu'il a fait toute la première moitié de sa vie. S'infiltrer, faire semblant d'être avec toi pour te livrer à tes ennemis. Il l'a fait chez Nestlé, il l'a fait quand le journal Le Monde était en phase de rachat, on a des témoignages directs. Il va conseiller des gens qui résistent, mais tu t'aperçois qu'en fait, il travaille justement pour le repreneur. Et il te fait croire qu'il est avec toi depuis le début, alors qu'il négocie en fait avec ton ennemi. Pour Alstom, il te dit on va résister à la puissance américaine. En fait, depuis le début, il a placé une femme de ministre chez General Electric, donc chez l'acheteur, pour conseiller le repreneur. Il dit on ne vendra pas nos bijoux de famille, mais en fait, il les vend. La femme en question quitte General Electric ensuite avec un énorme pactole, mission accomplie. Depuis le début, ce type ne cesse pas de dire à ses amis « Ne les affrontez pas, j'ai une meilleure solution. On va caser quelqu'un chez eux qui travaillera pour nous le moment venu. » Eh bien, parmi les gilets jaunes, tu vois très bien en ce moment quels sont les drones de la présidence. Et je vais te dire encore pire, maintenant les gens qui ont un gilet sur le dos se soupçonnent les uns les autres, mais ça fait partie du plan. La seule chose qu'il n'a pas prévue, me dit mon jeune Guy là, puisqu'il méprise des pauvres, il les connaît pas, et bien il sait pas que dans ma génération on est plus malin que ça, même si on n'a pas fait les mêmes études que lui, on n'est pas stupide non plus, on est aussi rusé que lui, il a l'air de croire qu'il peut embobiner tous les élus, ceux qui portent l'écharpe peut-être, mais ceux qui ont été laissés dehors, donc la plupart savent très bien qui a été invité et pourquoi, et qu'il s'agissait de retourner l'adversaire. Je peux te dire un truc, a-t-il conclu, il joue très mal parce qu'il vient de reproduire en grand ce que tous les petits élus de campagne subissent, aller à une réunion sans pouvoir en placer une et voir les gens décider sans eux pour l'assainissement, l'intercommunalité ou quoi que ce soit. La preuve, quand la mairesse de Montauban, là, que je connais assez bien, il faut dire que Montauban est proche d'ici, dit qu'elle a lu les cahiers des gens qui se plaignaient et raconte ce qu'ils disent, elle se fait rabrouer comme si elle ne jouait pas le jeu. Donc ça veut dire qu'il y a un jeu. Le jeu était de ne pas écouter ce que les gens écrivent dans les cahiers et de considérer ça, en l'occurrence l'immigration, comme scandaleux. Et puis le soir même, tu lis dans la presse que cette femme est mise en examen pour avoir payé un journaliste qui disait des trucs à sa gloire dans le bulletin municipal. Mais en fait, quand tu réfléchis, toute la presse française est payée par le gouvernement pour dire des trucs à sa gloire. 8 millions par an pour le Parisien, par exemple. Et là, tout le monde trouve ça normal. Tu trouves ça normal, toi? Ben non, j'admets, je ne trouve pas ça normal. Vous non plus, sans doute. Abonnez-vous, au moins, en signe de désapprobation. Merci. Donc, la rumeur avait raison, notre maire
en titre, qui a un côté faillot du pouvoir, mais qui rôdait pourtant ces temps-ci du côté des Gilets jaunes pour laisser entendre qu'il n'avait rien contre. Notre maire a fait partie des pressentis par la préfecture pour faire partie des 600 qui allaient rencontrer le président à Souillac, mais il s'est bien gardé de poser une question. On l'a aperçu comme ça brièvement à la télévision près du maire de Baraqueville, dans l'Aveyron, qui, lui, a posé une question. Mais j'ai pas vu les images. Je tiens toutes ces précisions de mon jeune homme, là, Guy, celui qui veut la place du maire de Campagnol aux prochaines municipales, et qui s'était arrangé pour se faire parrainer par sa copine originaire de la ville de Souillac pour franchir le matin les barrières, ce qui a fait qu'il a pu échapper au sort des gilets jaunes venus du reste du département. Il a regardé la rencontre au Café du Coin. Déjà, il m'a dit, je sais comment ça s'est passé. Les préfets, depuis une semaine, avaient pour mission de désigner les bons éléments parmi les petits maires, parce que les grands, je veux dire les maires des grandes villes, le président les craignait pas trop. La présidence se redoutait surtout d'avoir à parler à des gens énervés dans le genre paysan. Mais le maire d'Albi ou de Montauban, ça lui paraissait plus sûr. Manque de peau, c'était justement la mairesse de Montauban qui a mis les pieds dans le plat en lui parlant d'immigration. Le truc formidable, c'est qu'en fait, elle a agi comme un véritable révélateur. Tous ces maires qui se savaient filmer se sont crus obligés de siffler la dame quand elle a dit qu'il y avait des radicaux à Montauban et surtout que les Français étaient moins bien traités que les migrants sur le plan médical, ce qui est vrai. Et s'ils se sont sentis obligés de la siffler, c'est pour éviter que leur attitude favorable soit remarquée, tout simplement parce qu'ils avaient été choisis dans leur majorité pour leur proximité avec les idées de Macron. Au début, ils te disent « mais non, ça a été fait sans intention particulière », mais en fait, sur le moment, tu t'aperçois que la salle était à 80% favorable au président. Il y en a même un qui a dit, avant de parler, « je tiens à saluer l'engagement du président sur cette question ». Enfin, tu t'avoueras quand même que pour un débat critique, ça la fout mal. Mais le truc frappant pour tout le monde, il y avait deux Espagnols là dans le café qui étaient là par hasard et qui me l'ont dit, c'était de voir tous ces élus en cravate avec leur écharpe, leur costard noir, parce que, vu de leur côté, on était en pleine cérémonie. Et alors qu'au milieu, il y avait un type tout gringalé, le président, en chemise blanche, un peu comme un rédacteur en chef dans un journal. D'ailleurs, il s'est comporté comme ça. C'était le genre à finir ses phrases par des trucs du genre « je dis pas des blagues là ». En fait, il s'est montré familier pour atténuer le côté dictateur qui convoque les gens pour les garder 6 heures quand même, genre Fidel Castro, qui faisait ça tout le temps. Mais le plus frappant encore, me dit-il, et ce qui allait bien avec le profil rédacteur en chef, si tu avais entendu les maires quand ils sont sortis, j'ai même retrouvé le nôtre, qui m'a pas voulu me saluer évidemment, c'est qu'ils disaient tous, ils connaissent ces dossiers. En fait, quand tu réfléchis, moi je préfère toujours un type à qui je suis obligé d'expliquer de quoi il s'agit et qui me donne une opinion de bon sens, plutôt qu'un type qui arrive en connaissant tous les dossiers, tous les chiffres, et qui a préparé une explication ou une version bien technique. Franchement, est-ce que tu attends d'un président de la République, me dit-il, qui te dise quel est l'effet des taux X ou Y sur le comportement du marché de la viande et de combien de points il faudrait relever les indices pour faire ceci ou cela? Et ça sur tous les domaines. Le mec qui joue à la fois les agriculteurs, les agents immobiliers, les inspecteurs des impôts, toujours avec les bons chiffres, mais toujours avec des idées de comptables un peu arnaqueurs, du genre je vais leur faire croire que il est au courant de tout, mais il fait ce qu'il arrange. Et puis, je ne sais pas si tu as remarqué cette façon qu'il a de cocher les cases quand il a répondu. Il prend 10 questions, puis après il dit « ça c'est fait, ça c'est fait ». Tu as l'impression d'une espèce de checklist dans un entrepôt. C'est dingue, il fait de la gestion de stock, quoi. Et pendant ce temps, nous, comme des cons, me dit-il, on chantait la Marseillaise dehors. Mais surtout, pendant ce temps-là, personne ne lui parlait de l'essentiel. Ça tombe bien, il était là pour répondre sur l'accessoire. Il essayait de nous faire croire que les gens étaient dans la rue parce qu'il était trop difficile d'avoir un permis de construire, mais il se fout de nous. En fait, les gens ne supportent plus les salaires comme celui de Toubon à 30 000 euros. Tu vois, moi, si j'avais été là, je lui aurais demandé, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes sûr qu'un type de 34 ans, en tant que défenseur des droits, n'aurait pas été aussi efficace qu'un type de 74, mais pour un quart seulement de son salaire? Vous êtes sûr qu'il n'y aurait pas eu de candidat? Donc pourquoi vous attribuez systématiquement 4 fois trop d'argent à un presque octogénaire alors qu'il y a une foule de gens plus jeunes qui accepteraient d'être payés 2 ou 3 fois moins pour faire le même boulot? Là, je lui ai dit à notre jeune ambitieux, pour le faire toi par exemple, il a souri, il a rajouté oui, moi par exemple. Déjà, il m'a dit encore... notre sortant, c'est comme ça qu'il appelle le maire actuel, puisqu'il va se faire sortir, dit-il, se fait 8 000 euros par mois. Pour un maire de campagne, président du conseil général, c'est quand même pas mal. Sauf que moi, je ferais certainement le même boulot pour 4. Oui, mais j'ai objecté et j'ai conclu, c'est pour ça que le préfet l'a fait venir lui pour applaudir Macron, alors que toi, tu n'aurais pas été choisi. Moi, m'a-t-il dit, je préfère parler à mes voisins plutôt que d'être choisi par le président pour entendre le président. Et ici, il a fait le tour du café d'un doigt, je pense qu'on est tous comme ça. Et il y a eu une espèce de clameur qui a dit « Ah ben ça oui alors ». Abonnez-vous, merci.
Je vous ai dit que le maire de Saint-Barnabé, le village voisin, qui est un cinglé, a vendu sa voiture de luxe pour essayer de se faire passer comme un proche des Gilets jaunes, pour se rapprocher de la population avec qui les relations s'étaient envenimées. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que le préfet, qui connaissait un peu, l'a choisi pour faire partie, lui aussi, des élus qui questionnaient le président, là, récemment, à Souillac. Oui, parce que sans doute le préfet n'avait encore connaissance que d'une seule chose, c'est que ce maire était détesté par les trois quarts de son village, de 300 habitants, à cause de ses positions du genre « on veut pas de feignants ici, on se retrousse les manches, on évite de se plaindre, le loup c'est très bien, il en faut, etc. » Ce qui est donc très intéressant, c'est que ce petit maire de rien du tout se soit retrouvé dans la grande salle à pouvoir toucher le président en bras de chemise. Et nous avons là toute l'explication du fameux débat démocratique introduit par le locataire de l'Élysée. En fait, il pratique une démocratie un peu censitaire, instinctive, qui consiste à remplacer le peuple avant le débat par des élus, si possible, Macron-compatibles. Or, quand on examine le profil du maire de Saint-Barnabé, on en vient à se demander si les fiches des renseignements généraux ne sont pas extrêmement pointues. Dans le pays, on vous dira surtout qu'il appartient à une fraternité locale qui n'a rien à voir avec celle des chevaliers de la Traille ou du Tastevin. Oui, parce qu'il y a une dimension qui est très peu évoquée quand on parle des Gilets jaunes, c'est qu'ils sont très nombreux à vouloir rejeter ça aussi, les complicités secrètes, si vous voyez ce que je veux dire. Dans leur simplicité, ils citent volontiers la plaisanterie de Coluche contre les avocats. En France, disait-il, en matière de justice, t'as le choix entre ceux qui connaissent bien la loi et ceux qui connaissent bien le juge. On a compris que le maire de Saint-Barnabé appartient plutôt à la deuxième catégorie. Les Gilets jaunes de la vallée, ici, ont tendance à dire que s'il a été choisi, le maire, pour rencontrer le président, c'est parce que le préfet ne s'est pas foulé, il a consulté des listes. Et comme l'autre était sur la bonne liste, quelle liste, vous allez me dire, mais si vous m'avez compris, la liste des gens qui se connaissent tous, du juge au garagiste, eh bien, il a été choisi. Mais la chose la plus frappante, ce qui fait dire qu'il y a une logique dans cette désignation, une logique élyséenne, c'est que le maire de Saint-Barnabé a été choisi avant tout parce qu'il ressemblait à son modèle. Il était normal qu'il aille lui servir la soupe sous un hangar, il faisait partie de la même famille mentalement. Je m'explique. Le maire de Saint-Barnabé, élu haut la main, est un type encore assez jeune qui vend des voitures dans le civil. Il est numéro 2 chez un gros concessionnaire, d'où ses moyens de locomotion assez voyants. Sa femme est plus âgée que lui et assez riche, autre indice. Dès qu'il est arrivé à la mairie, il a chassé la secrétaire de mairie pour mettre sa nièce à la place. Il a attribué des permis de construire douteux à des gens riches pour avoir plus de rentrées fiscales. Il s'est mis à faire des discours, même pendant la journée du 11 novembre, sur le thème « On en a assez des assistés ». Il a voulu rendre, a-t-il dit, une certaine dignité, un certain volontarisme à ce pays agricole qui n'avait pas le droit de se plaindre avant d'avoir agi, etc. Il a trouvé très bien qu'on désigne un référent loup. Il lui a même organisé une réunion avec les éleveurs et c'est à la sortie de cette réunion que les gens ont commencé à se dire « on en a marre de ces leçons à ce type, on n'est pas des enfants et puis il ne connaît rien aux gens comme nous ». Mais il emploie tous les mots de la profession comme s'il les avait bachotés dans la voiture. Il a re-signé, par exemple, un contrat avec une compagnie des eaux extrêmement chère récemment et là, les gens ont vraiment commencé à se dire qu'il ne travaillait que pour les puissants. Quand le prix de l'eau a doublé, il a parlé d'écologie et de planète. Quand il a fait acheter un véhicule électrique pour la mairie, tout le monde était furieux là encore. 2 conseillers ont démissionné, puis un 3e. Là, on approche de la zone en ce moment où on devra refaire une nouvelle élection. Il n'est pas dit que son mandat ne soit pas écourté. Je parle toujours du maire de Saint-Barnabé. Vous pensiez à qui? Donc je résume, pour en venir au cœur de cette comparaison, on a vu fleurir au bord des routes, des panneaux et des tags démission. Les habitants ont commencé à se haïr entre eux à cause de lui, sur la base 2 tiers, 1 tiers, soit en gros les gens qui en avaient besoin contre les gens qui supportaient plus sa façon de dire ni oui ni non pour finalement faire ce qu'ils voulaient. C'est là que soudain la révélation vous tombait dessus quand vous le voyez dans le parterre d'élus en écharpe là à Souillac. Le président avait convoqué des élus qui lui ressemblaient, au mépris de la population qui écrivait des missions sur les panneaux et qui battait la semelle dehors. Donc ces histoires de grands débats dans un contexte pareil n'ont aucune chance d'aboutir. Il fallait laisser 5% de contestataires, si possible pittoresques, excessifs, pour discréditer la critique. C'est fait. De même que lorsqu'il s'est pointé dans une réunion sans prévenir, le maire de la ville, qui est l'un de ses amis, lui a dit « j'ai mes informations sur le profil de la salle, tu peux y aller, ici on les connaît tous ». Mais ça, c'est tellement prendre les gens pour des cons, comme on dit à Campagnol, qu'on n'est pas sûr que ça passe. Comme dit Gustave, vedremo, on verra. En attendant, abonnez-vous, merci, comme ça vous serez parmi les premiers à voir. L'autre jour au bar, je ne sais plus qui a lancé ce jeu idiot qui consistait à comparer à propos de tout et de rien ce que la France de Macron en penserait et ce qu'en penserait l'autre.
Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même un monde de différence, ou plutôt que le monde qu'ils appelaient de leur vœu était très différent du nôtre. Je dis le nôtre, j'entends celui des sympathisants gilets jaunes, et déjà, pour commencer, on peut diviser la population en deux catégories instinctives. La première qui comprend très bien d'où vient le malaise, et la deuxième qui dit on ne comprend pas ce qu'ils veulent. C'est très difficile pour un sympathisant d'expliquer en quoi la partie adverse fait preuve de mépris, mais le premier mépris est quand même sans doute dans cette phrase « on ne comprend pas ce qu'ils veulent ». Eh bien déjà, la première réponse qui s'impose, c'est qu'ils veulent retrouver une existence dans le regard d'autrui et dans le leur aussi, c'est-à-dire une dignité, parce que la première cause de tout ce qui se passe, c'est ceux qui prétendent qu'il n'y a qu'un seul modèle d'humanité et qu'on doit s'y conformer. Du coup, si on n'est pas conforme, on n'existe plus. Par exemple, si les homosexuels détestent la gay pride et veulent pas d'enfants par éprouvette, donc environ 80% d'entre eux, eh bien, ils n'existent plus. À chaque fois que le président ouvre la bouche, me disait Gustave, c'est pour t'expliquer comment aller vers le monde de demain, le monde tel qu'il doit devenir. Et si toi, tu penses qu'il doit devenir autrement ou rester comme il est, et si tu demandes qu'on vote pour savoir si on doit aller là où ils disent, ils te répondent que la question ne portera jamais sur ce qu'on doit faire, mais sur la façon d'y parvenir. Donc nous sommes tombés d'accord, Gustave et moi, sur le fait que c'était la première énorme différence entre les plutôt gilets jaunes et les plutôt Macron. Les premiers veulent choisir et les autres disent on n'a pas le choix. Ensuite, nous avons égrené les choses, les situations, les questions où la frontière se voit le plus, et elles sont innombrables. Par exemple, un macronien n'aime pas trop les animaux, parce que les animaux, c'est ingérable, on ne peut pas les programmer, on est obligé de les comprendre. Un macronien a méprisé ouvertement les comptes Facebook avec des chats, des cœurs et des bisous, alors qu'un gilet jaune fera le contraire. Il va fondre devant les chiens et les chats. Là, Gustave m'a bien amusé en faisant référence à un dessin animé de notre enfance en noir et blanc à la télévision qui s'appelait Les Shadocks. Il y avait deux sortes d'habitants sur la Terre dans ce feuilleton, venus de deux planètes différentes, les gibis qui passaient leur temps à peindre et à faire de la musique, et les Shadocks qui, eux, faisaient la guerre, qui construisaient des machines idiotes et qui étaient bêtes et disciplinés et qui pompaient sans arrêt pour faire marcher leurs machines. Eh ben, on est un peu dans ce schéma-là. Les Shadocks macroniens veulent absolument aller quelque part, mais ils savent pas où, et ils n'arrêtent pas de pomper pour y aller. Les gibis demandent sans arrêt où on va, et ils n'ont aucune envie de pomper comme des malades pour y aller. Les macroniens veulent fonder des start-up jeunes, cool, sympas, avec l'aide de Microsoft, pour faire fortune dans la technologie et fonder un jour des cités sur Mars, et prolonger la vie humaine jusqu'à 120 ans, grâce aux nanotechnologies. Eh ben, les gilets jaunes font observer que les 2/3 de la population ne sont pas jeunes, qu'ils ont du mal à rester cool, et que si on prolonge la vie jusqu'à 120 ans sans jamais réfléchir à la mort, on aura dépensé une fortune en médicaments pour rien. Les macroniens parlent l'anglais comme père et mère, et le français comme des vaches espagnoles. Les gilets jaunes, c'est le contraire. Ils préfèrent leur langue. Les macroniens veulent que chacun se prenne en main. Les gilets jaunes font observer que ça ne marchera jamais pour les manchots. Les macroniens disent que chacun doit saisir sa chance. Les gilets jaunes font observer qu'il y en a pour qui il n'y a rien à saisir parce qu'ils n'ont jamais de chance. Les macroniens, a ajouté un type au bar qui réfléchissait là depuis le début, disent qu'il faut inventer des nouvelles mobilités. Ça veut dire que même si tu es bien chez toi, il faut que tu ailles chercher du boulot ailleurs. Sans ça, tu es dans le repli. Comme ça, quand tu reviens au village, tu as peut-être une nouvelle voiture, mais tu as perdu tous tes copains. Tandis que les gilets jaunes demandent s'il n'y a pas quelque chose à faire ici, plus près de chez toi, pour ne pas être obligé de vendre ta maison et de partir ailleurs. Ils ne veulent pas acheter, ces gens-là, des meubles chez Conforama dans la banlieue parisienne. Ils préfèrent leur buffet 1880 ici, dans un village du Lot ou de l'Aveyron. Ah oui, a dit Gustave, mais de quoi tu y vis dans l'Aveyron, toi? Ben, je fais du fromage, par exemple. Manque de peau, dit Gustave, les macroniens font voter une loi à Bruxelles comme quoi ton fromage n'est pas aux normes. Invendable. Ben, ça fait rien, dit le type, je le vendrai à mes voisins au lieu de le vendre à Leclerc. Le problème, dit Gustave, c'est que tes voisins n'ont pas d'argent et qu'ils achètent chez Leclerc un fromage dégueulasse, mais 2 fois moins cher, qui lui est aux normes. Eh bien, on fera péter leurs normes, a répondu le dernier. Et là, Gustave s'est retourné vers moi et il a dit, tu vois, à chaque fois qu'on joue à ça, on arrive toujours à la même conclusion. C'est bizarre, tout le monde préfère l'Europe des gibis, mais ils sont en train d'essayer de nous fourguer celle des Shadocks. Or, dans le dessin animé de notre enfance, heureusement, les Shadocks sont tellement stupides et leur construction tellement invivable que tout s'effondre toujours avant la fin. Abonnez-vous. Merci. On se souvient que j'ai traité 2 ou 3 fois déjà la question de l'invraisemblable soumission de l'administration française à Microsoft à propos des formulaires en ligne dans le secteur des permis de conduire notamment, un truc tellement ubuesque que le président, là récemment, s'est cru obligé de promettre une réforme en urgence devant les maires du Sud.
Donc, je ne vais pas revenir sur la question, mais l'idée était une administration qui laisse former ses programmeurs par une seule boîte américaine et privée, Microsoft, pour l'utilisation d'un seul type de produit, en l'occurrence la suite Office. Ce n'est pas sain, surtout quand il s'agit de l'économie ou de la défense. C'est d'autant moins sain qu'il y a encore 10 ans à peine, on trouvait des macros de contrôle, les macros c'est des macro-instructions, de contrôle écrites en 1994 dans les logiciels de traitement des budgets ministériels, des macros qu'on pouvait d'ailleurs faire sauter et que Bercy est infesté lui-même de couches de programmation diverses et disparates dont les auteurs sont les seuls à avoir les clés. Or, les auteurs ont disparu depuis longtemps. Comment le savez-vous? Réponse, j'ai travaillé pour l'administration. On m'a obligé à travailler encore en 2011 avec des bases de données qui ressemblaient à Windows 3.1. Donc, pour avoir traité ce sujet, j'ai reçu, comme souvent, le courrier électronique d'un type plus fort que tout le monde et qui me disait « mais pas du tout, la mainmise de Microsoft et ses prétendues académies d'ingénieurs dévoués, c'est une légende ». Il se trouve que la légende s'est renforcée là récemment, la semaine dernière, puisque la firme Microsoft profite du fait qu'il n'y a plus d'argent en France pour caser ses billes, comme on dit au comptoir de Campagnol, avec la complicité du ministère de l'Éducation. Comment je le sais? Par le jeune programmeur intelligent de chez nous, là, qui s'appelle Guillaume, et dont les parents ont une maison de campagne ici, et qui vit comme informaticien indépendant à Montpellier. Il me dit, j'étais approché par une association nommée Unicité pour aller servir la soupe à Microsoft directement dans leurs locaux au début décembre. J'ai fait partie des gens qui devaient valider une formation achetée clé en main par le gouvernement à Microsoft et qui dure 3 ans. Cette formation verse des jeunes gens du service civique directement dans les prouvettes Microsoft. Pourquoi faire? Théoriquement, pour les faire participer à un programme appelé Jeunes citoyens du numérique. Et théoriquement, il s'agit d'un programme du gouvernement français. En fait, quand tu connais du monde chez Microsoft, tu t'aperçois que les Français ont francisé un programme de Microsoft appelé Plan Intelligence Artificielle, qui se retrouve en fait rhabillé et propulsé par l'Éducation nationale. Le tout pour que les jeunes ingénieurs, une fois dans la vie professionnelle, fassent le lien automatique entre intelligence artificielle et Microsoft. Et pour ça, ils ont diffusé gratuitement un logiciel bec-verseur qui s'appelle Scratch et qui permet de diriger le flot des jeunes esprits vers Microsoft sur 3 ans avec l'aval du gouvernement français. Alors tout ça, en quoi est-ce que c'est mal? Ai-je demandé. C'est mal parce que c'est pas nous, c'est pas la France. Encore pire avec ce système, dès que tu repères un type qui code comme une bête, toi, Microsoft, tu lui offres un salaire, tu le mets en pépinière quelque part aux États-Unis. Alors là, je lui ai demandé, mais si tu me dis que tu as participé à leur petite sauterie en décembre, c'est que tu es dans le jeu. Non, moi je fais partie des Français qui sont censés valider la formation. Mais c'est comme ça que je sais que Macron traite avec ces gens-là. Quand il reçoit ces mecs-là à Versailles, par exemple, sans caméra évidemment, il leur dit « Vous pouvez y aller, nos cerveaux sont à votre service. Les écoles scientifiques françaises sont là pour alimenter vos ambitions. Mais comme nous n'avons pas d'argent, il faudra payer nos dettes. » Et en réponse, ces gens lui disent « On va consentir à payer un peu plus d'impôts, ça va vous rendre un peu plus populaire en France, parce qu'apparemment vous en avez besoin. Vous allez pouvoir dire que vous avez dompté les GAFA, par exemple, mais en échange, on veut pouvoir piocher dans vos élites de la programmation à travers des opérations poudre aux yeux dont nous avons le secret. » En fait, donc on contracte des dettes encore pires, moralement, mais ça, Macron s'en fout, puisqu'il n'a aucune morale, me dit mon interlocuteur. Alors je lui demande « Mais comment tu t'en sors, toi? Qu'est-ce que tu ferais si tu devais monter une pépinière de cerveau sans Microsoft et sans Google? » Il a souri et il m'a dit « Moi, déjà, j'arrive à vivre en indépendant entre ce que je programme pour les téléphones et ce que je fais pour les entreprises. Mais le problème, c'est que si ces entreprises sont toutes infestées par Microsoft et si on te demande d'intervenir, il faut être très au courant de ce que fait Microsoft, donc avoir accès à leur méthode, à leur langage. Donc, si tu veux gagner ta vie, tu es obligé de parler le langage qui s'est imposé sur le marché. Mais ils n'ont pas le monopole de l'intelligence. On peut même dire s'ils font tout ça, c'est parce que le niveau américain est devenu insuffisant en lui-même. Ils sont obligés de pomper des cerveaux partout ailleurs. On va t'annoncer à la fin de la conférence de Versailles, ou encore pire à Davos, que la France s'est distinguée par son excellence dans des programmes américains. Mais en fait, si la France payait des types comme moi pour se distinguer plutôt à domicile, on n'aurait pas besoin d'aller chercher des bons points et des médailles dans les programmes d'éducation de Microsoft. Pourquoi? Je lui dis, tu pourrais faire mieux. Je sais pas, me dit-il, mais en tout cas, je pourrais faire sans eux. J'ai 25 ans, je gagne déjà 100 000 € sur 4 codages par an sur le marché des smartphones et sans bouger de Montpellier, mais le ministère de l'Éducation me considère comme un rebelle parce que je n'aime pas Microsoft. Un jour, je vais débarquer dans une réunion, là, je vais sortir un gilet jaune et je vais me faire filmer par un copain. On va bien voir ce qu'on va bien voir. Eh bien, on est impatient de le voir aussi. Abonnez-vous, merci.